Et c'est parti, et bonjour et bienvenue dans cette masterclass. Sandrine, salut. Salut. Merci, encore une fois, merci de ta participation à cette masterclass. Donc, je vois que là, qu'il y a des personnes qui sont en train de se connecter. Vous pouvez faire un petit check dans le chat avec le pouce si vous nous voyez bien, j'espère, et si vous nous entendez bien également, et qu'on puisse démarrer. Donc, on va parler aujourd'hui positionnement. Voilà, c'est dans le cadre de Croissance pour tous. C'est la première masterclass qu'on fait sur le sujet. Et bah, je trouvais intéressant de t'inviter, Sandrine. Alors, tu vas te présenter dans quelques minutes, mais je n'ai pu m'empêcher que de partager avec les personnes qui nous écoutent ton pitch que je trouve juste incroyable. Donc, je parle sous ton contrôle, ma chère Sandrine. Donc, tu diriges The Place to Be, qui aide les marques à trouver ou retrouver leur place to be. Ça, j'adore. Et tu as notamment accompagné et aidé quelques marques à rayonner, se réveiller, à performer. Des marques qui sont connues comme, j'avais noté Petit Bateau, La Fuma, DLC ou encore PAP. Mais tu vas nous en parler dans quelques instants. On va évidemment donc traiter de ce sujet. On va essayer en tout cas de manière très opérationnelle avec Sandrine sur le positionnement, qui est une des clés finalement de la réussite des marques en général et sur le web en particulier. C'est vrai que dans Croissance pour tous, on traite beaucoup du digital, de l'acquisition, de la conversion, enfin de tous ces sujets qui sont techniques et ô combien importants. Mais c'est vrai que si au départ, sur la marque, on n'a pas les fondamentaux qui sont là et bien réfléchis à son positionnement, ses axes de différenciation, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'impact sur mon marché? Ben, tout ce qui va suivre derrière, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, Sandrine, tu vas partager tous tes secrets avec nous dans quelques instants. Mais auparavant, là, vous allez vous taper la petite redite sur Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs et les entreprises pour les aider à pérenniser leur activité dans la durée. J'en profite pour saluer mon ami Laurent qui a créé le programme il y a maintenant plus de 3 ans et donc que j'ai rejoint voilà, dans cette formidable aventure. Laurent et moi travaillons ensemble chez WSI que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, on a le plaisir d'animer ces masterclass, car dans le cadre du programme de croissance pour tous, on a accompagné à peu près une cinquantaine d'entrepreneurs depuis maintenant 3 ans. Donc, vous avez accès à différents types de contenus et on a décidé avec Laurent sur ces masterclass de rendre ces contenus publics et visibles au plus grand nombre pour bien évidemment essayer de partager tant que faire se peut, en toute humilité, un maximum de valeurs, de conseils sur tous ces sujets. Et puis, c'est aussi une occasion pour nous, bien évidemment, de faire la promotion de Croissance pour tous. Euh, Croissance pour tous, donc programme d'accompagnement basé sur ce qu'on appelle le modèle d'activation de croissance, qui permet à tout à chacun de pouvoir, dans la durée, pérenniser leur activité dès lors qu'on travaille sur les 4 piliers de votre croissance, à savoir l'attraction, comment se faire connaître auprès de nouveaux clients, la conversion, la fidélisation, et puis après, derrière, capitaliser sur l'existant avec le fameux bouche à oreille. Pour cela, vous avez plein de contenus qui sont à votre disposition. Vous avez le livre que vous pouvez acheter, accessible sur toutes les plateformes, et croissancepourtous.com, bien évidemment. Vous pouvez accéder au programme via des formations et vous pouvez effectivement décider de vous faire accompagner par Laurent ou moi, le cas échéant. Tout est bien expliqué sur le site croissancepourtous.com. Et ma chère Sandrine, je vais maintenant te céder la parole avec une première question que j'ai pour toi. Comment on fait pour se rendre mémorable sur son marché dans ce monde de fou, dans ce monde de fou où on est saturé de contenu, on est saturé d'informations? Comment on fait pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau et essayer d'émerger?
Voilà. Euh, Vaste programme. C'est un vaste programme, une vaste question et ben, ça demande effectivement de la méthode, de la persévérance, nécessite aussi de croire en ce qu'on fait et puis de savoir le raconter. Et ça nécessite surtout de définir clairement ses fondamentaux de marque. C'est pour ça que ma structure s'appelle The Place to Be, parce que définir sa place to be, c'est compliqué dans la vie en général, hein. Au sein d'une fratrie, c'est compliqué. Au sein de sa propre famille, c'est compliqué. Dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué de trouver sa place et puis de l'exprimer librement et voilà, de la raconter librement, sans entrave et sans contrainte. Et dans le monde professionnel, pour un chef d'entreprise, pour une marque, pour une société, une organisation, c'est la même chose. C'est effectivement un vrai challenge d'exprimer et de faire comprendre qui on est aux autres. Et donc, voilà, j'en ai fait ma spécialité. Ça fait des millénaires, j'ai envie de te dire, que je suis dans ce milieu-là. Depuis toute jeune, je travaille pour les Tant que marques. ça, Et oui, ça ne se voit pas, mais ça se voit pas en tout cas. et c'est ça. Mais ça fait bien, bien longtemps. Et puis, c'est une vraie passion. Et j'ai découvert ça toute jeune au moment du relancement de Petit Bateau en 95 dans ma première structure dans laquelle j'étais directrice associée et où Petit Bateau était totalement moribonde. Et on était à l'origine, avec ma structure et mon équipe, du relancement de Petit Bateau. Voilà. Et pour ce faire, j'avais fait rapatrier 100 ans d'histoire de la marque euh, Génial. pour retrouver quels étaient les fondamentaux de la marque, quels étaient les éléments qui avaient fait le succès de Petit Bateau et comprendre pourquoi d'un coup la marque avait dérivé. Parce qu'en 95, il n'y avait plus que quelques boutiques. La marque avait été rachetée par le groupe Yves Rocher. Elle n'avait plus aucune valeur. Et elle s'était achetée que par quelques petites mamies dans les coins. Enfin, bon, voilà, on n'entendait plus parler de Petit Bateau. Et une fois que on a fouillé les archives de la marque, on s'est rendu compte que les valeurs d'origine, elles avaient été perdues sur la route. Et donc, en les remettant au goût du jour, on a gagné une grosse compétition contre les plus gros du marché en écrivant le livre de la marque sur ce que serait devenu Petit Bateau si elle était restée ancrée sur sa position d'origine. J'insiste là-dessus parce que une marque, elle peut rester en ligne avec elle-même si elle se rappelle toujours d'où elle vient, pourquoi elle fait ce qu'elle fait et quels sont ses fondamentaux. Tu vois, sa place to be. Et si j'oublie ma place to be et que je dérive par phénomène de mode, par des changements de directeur marketing intempestifs, par des égos surdimensionnés qui veulent être les héros à la place du héros qui est la marque, alors la marque, elle a toute chance de se perdre dans les méandres du marketing ou de la vie en général. Mais comme nous, hein, si on est sous influence de quelqu'un, on va oublier qui on est nous-mêmes, quoi. Tu vois, donc ben voilà, une marque, c'est exactement la même chose. Donc, ne jamais oublier qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, c'est vraiment le cœur du cœur de la, du nerf de la guerre. Donc, Ça me ben, fait penser d'ailleurs à, je crois qu'on en avait parlé, je sais plus si on en avait parlé ensemble, mais il y a un excellent reportage sur Amazon Prime qui parle de Renault, la oui, Renaulution, donc là on est début Covid, Renault perd des milliards d'euros et c'est Luca De Meo qui arrive et qui vient réveiller la belle endormie, entre guillemets, avec justement en allant chercher dans l'histoire de la marque ce qui a fait l'icône de la marque, la Renault 5, la 4L, Alpine, etc. Et donc tout ce qu'on voit aujourd'hui et le redressement de la marque, ben, ça me fait penser à ça, à cette analogie où ils sont allés fouiller vraiment dans l'histoire de la marque, bon après avec l'électrification, le redesign, etc., etc. Et je trouvais, si l'histoire de Renault vous intéresse, franchement, c'est 4 épisodes qui sont courts, ça passe super bien. L'histoire, elle est assez incroyable. Alors, Lucas Demeo, il a quitté là récemment, mais ça explique très très bien comment il a réussi, justement, en allant fouiller dans le passé de la marque, il a réussi à la redresser. ouais, et de la redresser de façon totalement magistrale. Tu m'avais parlé de ça effectivement il y a quelques mois.
Et je suis allée le voir et effectivement, il a ce talent incroyable, en plus d'avoir un charisme et une puissance voilà, qui fait qu'il peut bouger une organisation aussi puissante que Renault. Il est passé chez Kering et on lui souhaite bonne chance à ce monsieur. Voilà. J'en profite pour vous dire que donc on est là en direct en direct sur Zoom, et on est aussi en direct sur les réseaux sociaux, et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous voir en replay. Et donc si vous avez des questions alors déjà pendant l'intervention de Sandrine, n'hésitez pas bien évidemment à poser vos questions sur les réseaux sociaux et ou ici en direct avec nous. Donc Sandrine, quand je baisse la tête, c'est pas que je n'écoute pas, mais c'est parce que je suis en même temps sur mon deuxième écran en train d'essayer de répondre aux questions. Et puis, celles ou ceux qui nous verront en replay, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message sur LinkedIn, voilà, à Sandrine directement, Sandrine Elie, E-L-Y. Vous la trouverez, et puis vous pouvez aussi nous envoyer effectivement à Laurent ou moi sur LinkedIn des messages pour ceux qui nous regardent en replay plus tard. Voilà. Parfait. Donc, par rapport à ça, bah, toutes ces années, donc après avoir créé cette première société, j'ai choisi de monter une structure qui est dédiée uniquement à la place to be, donc de place to be. Et j'ai mis au point une méthode qui permet de s'aligner sur ces fondamentaux. Et c'est ce que je vous propose de vous partager aujourd'hui, cette méthode de travail, pour que vous puissiez le faire, vous, de votre côté, hein. Je vais vous donner un peu des tips, des outils et cette méthode-là. Et puis, donc voilà, sur le principe. Et puis, vous expliquer pourquoi c'est important de s'aligner, pourquoi la désirabilité d'une marque, elle passe par la confiance que je lui fais et de la confiance, elle naît de la cohérence entre mes actes et ce que je dis et ce que je fais, etc. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Ça sera à la fois apprenant et en même temps outillant. Mais bien évidemment, si il y a des étapes que vous avez envie de faire accompagner, bien, je suis bien sûr à votre disposition pour vous guider plus avant sur chacune des étapes. Donc, je vous propose de vous partager mon écran. C'est OK? C'est le bon moment? Oui, c'est bon, vas-y, je te laisse partager ton écran et je te dis quand c'est bon, bah, c'est impeccable. On est bon. OK. Donc là, j'ai appelé ce module piloté par ces valeurs de marque. Un bref rappel sur quelle est moi ma raison d'être et pourquoi je fais ce métier et pourquoi j'existe. Parce que ma raison d'être à moi, c'est d'inspirer les marques à devenir inspirantes et que je suis convaincue que pour qu'une marque, elle devienne désirable et qu'on ait envie de l'acquérir, de l'acheter ou de vivre avec ou de la côtoyer, pas forcément, on n'est pas forcément dans de l'achat, mais que ça soit un des compagnons de notre vie, une marque, une organisation, un label, un service, peu importe, hein, quel que soit votre produit. Moi, ma conviction, c'est que pour que elle soit désirable, elle doit savoir se raconter d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire ce que vous faites, vous êtes capable de raconter votre métier, vos succès, la manière dont vous fabriquez vos produits, etc. Mais peu de gens sont capables de se raconter d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, et on va le voir, activer des éléments qui vont faire que les gens vont être touchés et de dire, ben, c'est plus, entre cette marque-là et cette marque-là qui ont les mêmes produits, qui font aussi bien les choses, je vais plutôt choisir celle-là. Et là, on est dans un acte qui est totalement irrationnel, qui n'est pas du domaine du produit, mais qui est du domaine de je préfère celle-là, la préférence de quelque chose qui est un peu intangible, un peu irrationnel, quoi. Et parce que moi, j'aime, c'est mon métier de rendre les marques inspirantes.
et aussi les prendre sous mon aile. Tu vois, mon identité visuelle, c'est une aile d'ange. C'est aussi l'idée de les aider à prendre leur envol. Et ben, j'ai créé The Place to Be, qui aide les marques à trouver leur place to be. Donc ça se traduit par un travail sur les valeurs de marque. Et je vais vous faire vraiment une partie, un épisode un peu complet sur la partie valeur, parce que c'est mon intime conviction, c'est que c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour piloter son organisation, pour embarquer ses équipes et pour embarquer ses publics par ses valeurs. La raison d'être, qui est aussi savoir dire pourquoi on fait ce qu'on fait. Le storytelling et toutes ces déclinaisons de story making, story doing, etc. Tout ce qui est comment j'incarne ma belle histoire. Le travail sur son positionnement, bien évidemment. Et au final, tout ça, tous ces éléments, ça constitue ce qu'on appelle la plateforme de marque. Alors, plateforme, parce que c'est les fondations de la marque. C'est vraiment ce qu'on met en bas de la construction. Et si les fondations de la marque, elles sont solides, alors mon bâtiment va pousser bien droit. Je fais le parallèle avec l'architecture. Si les fondations du bâtiment, elles sont trop faibles ou dans du sable, bah, le bâtiment, il se cassera la gueule. Donc, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et tout ça, ben, ça se centralise dans ce qu'on appelle un brand book, qui est, on appelle ça aussi la Bible, qui centralise effectivement tous mes contenus de marque, qui sont ceux que je vais pouvoir transmettre aux nouveaux entrants, aux générations futures, à mes descendants si je transmets mon entreprise, à des architectes ou des journalistes ou des attachés de presse qui vont raconter ma marque, tous mes relais vont pouvoir se servir de ce document qui centralise en fait qui je suis et qui me raconte, quoi. Voilà, donc Permet, Sandrine, je commence à avoir quelques questions là sur les réseaux. Est-ce que c'est OK pour toi si je t'interromps et puis on fait les questions à la volée ouais, bien et sûr. on débordera d'autant derrière. Mais là, je trouvais la question intéressante. Je te la lis telle quelle. Quels sont selon toi les signaux faibles qui montrent qu'un positionnement est flou ou mal aligné, même quand l'entreprise tourne bien? Le, Quand le- on a plein, alors il y en a des tonnes, je vais en donner quelques-uns. Quand à l'interne, les gens sont pas heureux d'être là, ça c'est un signal faible très 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 fort. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un peu la raison d'être de pourquoi ils sont là, à quoi sert leur journée, que c'est quoi leur boulot. J'étais en réunion juste avant avec un de mes clients et il disait les gens ils se demandent pourquoi ils sont là parfois. Donc mon métier aussi, c'est de leur rappeler c'est quoi la vision, vers où on va. Très souvent, je donne cette métaphore-là aussi parce qu'on la comprend très vite. Imaginez vos équipes, elles sont dans un couloir, la lumière est éteinte et vous leur dites foncez les gars, allez-y, foncez, c'est tout droit devant. Ben, ils vont y aller, mais ils vont faire comme ça, ils vont avoir peur de se cogner, ils vont pas prendre d'initiative, ils vont juste essayer de tâtonner pour avancer droit. Si vous allumez la lumière et que vous leur montrez l'objectif au bout et que vous dites la même chose, foncez les gars, c'est tout droit, le déploiement d'un coup, l'énergie qui va se mettre en branle, elle n'a plus rien à voir. C'est tout con, mais allumer la lumière sur un chemin dans une organisation, ben, c'est le B à bas du positionnement. Donc ça, c'est un signe faible non négligeable. Quand même le dirigeant passe sa vie à se questionner sur est-ce qu'il est au bon endroit, est-ce qu'il fait ce qu'il fait, et l'argent est une conséquence et un signal que des choses vont bien, mais ça peut être aussi un désenchantement individuel hein, du dirigeant, une espèce de perte de repère. J'y vais, mais finalement, je ne sais plus trop pourquoi. Ça, c'est un autre signal. Un autre signal, ça peut être une perte de désirabilité. C'est-à-dire que petit à petit, bon, il y a des nouveaux clients, tout va bien, hein, je continue, mais il y a des clients historiques qui s'en vont, qui m'abandonnent pour une autre marque, pour mon concurrent. Ça aussi, c'est des signaux de se dire, ah mince, qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi et pourquoi finalement c'est plus moi qu'on choisit, quoi. Tu vois? Bon, il y en a plein d'autres, bien sûr, la baisse de chiffre d'affaires, bien sûr, l'incapacité à se renouveler, tu vois, à pas créer de nouveaux produits, de nouvelles offres ou à être dans des offres qui tapent à côté. Tu vois, le nombre de marques que j'ai vues, que j'ai accompagné pas mal de marques en innovation, par exemple, et qui essayent 8 nouveaux parfums, par exemple,
en alimentaire, ils vont essayer 8 nouveaux parfums, bah, il y en a 6 qui vont pas performer, qu'on va perdre. Bah, à un moment, ils ont oublié de se brancher avec leur conso, d'aller écouter quelles sont leurs envies et leurs besoins. Ils sont juste allés jeter de la proposition, alors qu'il aurait été tellement plus simple de leur dire aujourd'hui et maintenant, quel est ton besoin? Comme on le fait dans un couple ou dans une relation à deux, quel est ton besoin, quoi? Ça va pas entraver mes propres besoins et ça va pas mettre en péril les miens, mais c'est quoi les tiens, quoi? Voilà. Bon, si tu me J'ai lances sur le sujet, j'ai une autre question. Après, je te laisse démarrer parce que bon, le sujet intéresse. Est-ce que, ben voilà, je suis un entrepreneur, une entreprise, on a déjà, entre guillemets, un positionnement et puis ça a bien fonctionné. Est-ce que ça t'arrive d'aller revisiter des positionnements, c'est-à-dire de faire évoluer un positionnement d'une marque parce que ben, le marché il a évolué ou pour plein de raisons, des nouveaux concurrents sont arrivés et du coup, ben, retravailler. Alors, la boîte, elle s'est un peu endormie et puis, ou est-ce qu'on reste sur ce qu'on a travaillé initialement Alors, bien évidemment, il m'arrive de revisiter des positionnements dans plusieurs cas. Par exemple, quand un travail a été fait historiquement et le mode d'expression est à ajuster. Je te donne un exemple. Quand on a travaillé sur DLC, les valises, leur première valeur, c'est l'innovation. Là, pas de discussion là-dessus. C'est eux qui ont inventé la valise à roulettes, c'est eux qui ont inventé le système trolley, c'est eux qui ont inventé les valises rigides, à coque rigide. Donc, ils sont extrêmement innovants. La deuxième valeur sur laquelle ils capitalisaient depuis tout le temps, c'était la notion de sécurité. Sécuriser mes bagages, sécuriser mes contenus. Tu vois, et les campagnes dans les années 70, c'était même déplacez-vous avec votre coffre-fort. Donc, tu vois, et puis ils ont travaillé à des zips Securitech, de l'inviolabilité, des systèmes de fermeture, etc. Des super produits, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on a retravaillé sur les valeurs de marque et qu'on a re-questionné les valeurs de marque, autour de la valeur de sécurité, on a un tout petit peu ajusté vers la notion de liberté. Et effectivement, je voyage l'esprit libre quand je me sens en sécurité. Mais la différence fondamentale en perception, on est sur la même chose, hein, on a juste ajusté, c'est que la sécurité, ça fait appel à l'émotion de la peur, et la liberté, ça fait appel à l'émotion de la joie. Et donc, imagine-toi piloter tes équipes avec la peur ou les piloter avec la joie. Imagine les équipes de design qui doivent travailler sur la sécurité et imaginez travailler sur la liberté. Liberté de mouvement, des roulettes qui vont plus vite, des roulettes qui font pas de bruit, des bagages encore plus légers, tu vois. D'un coup, ça a basculé en perception et puis de la communication. Va parler communication sécurité, va parler communication liberté. Ben, on est allé shooter des campagnes en Nouvelle-Zélande. Alors, parce que le DA était sur place et que ça ne coûtait pas d'argent non plus, mais des grands espaces de liberté, la narration autour de la liberté versus de la liberté. Donc ça, c'est effectivement une première manière de faire. Ça peut être un ajustement aussi par rapport à ce que vont déclarer. Je vais vous montrer des outils sur les valeurs. J'ai eu des clients une fois qui, dans le travail autour des valeurs, ils sont arrivés avec une valeur d'éthique. Et pendant tous les ateliers, je vais aller assez vite là-dessus, ils n'arrêtaient pas de se donner des coups de coude en disant ah ouais, on va s'en mettre plein les fouilles, on va s'en mettre plein les fouilles. Mais à un moment donné, je leur ai dit, mais à la réunion d'après, je leur ai dit non, mais les gars, ça va pas être possible. Comment vous pouvez incarner les valeurs d'éthique alors qu'à aucun moment je vous ai vu ou entendu parler d'éthique? Et donc, on a transformé ça par l'idée du plaisir ou de l'hédonisme, je ne sais plus quelle était la valeur qu'on a choisie, qui exprimaient plus ce qu'ils étaient, parce que ça ne sert à rien de faire du bullshit, ça ne sert strictement à rien. Ma définition à moi du storytelling, c'est de raconter des histoires sans de raconter des histoires, c'est-à-dire sans bullshit, quoi. Tu vois? Voilà. Bon, il y aurait plein d'autres façons. L'entreprise a bougé, on va ajuster. Mais une fois que les fondamentaux sont définis, ils doivent rester et s'incarner. C'est surtout l'incarnation sur laquelle on doit bosser derrière. Le déploiement, en fait, que j'appelle le déploiement. Bien sûr. Je continue? Je te laisse continuer, j'arrête de t'interrompre. Non, 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 tu peux m'interrompre, il n'y a pas de problème. Donc, sur les différentes formes que ça prend, c'est ça. J'ai aussi, un certain nombre de références dans le domaine. Ça, c'est juste pour dire,
légitimer ma présence dans cet extraordinaire parcours de formation. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour des marques du luxe, en cosmétique notamment, des marques plus grand public aussi en cosmétique, des marques grand public comme DLC, on en parlait, Lacoste ou particulier à particulier, beaucoup ces dernières années dans le domaine de l'alimentaire, alors que ce soit sur des choses aussi spécifiques que la narration du goût de l'eau, par exemple. Alors vous allez me dire, c'est bizarre parce que l'eau n'a pas de goût. Bah si, l'eau a un goût et comment on la raconte? On raconte sa rondeur, etc. Bon, ou sur des marques de B2C. Par exemple, Rubel et Ménaché, c'est un diamantaire. Alors pourquoi un diamantaire a besoin de raconter son positionnement? Ben, quand un diamantaire inonde toute la place Vendôme de ses diamants, sauf Dior, et qui veut Dior, et ben, le fait de retravailler sur ses valeurs, de savoir se raconter, de s'exprimer, ils sont allés chez Dior et ils ont signé Dior. Et c'est dommage, j'étais pas à la commission. Mais quand tu signes en joaillerie une marque comme Dior, ben, tu es bien content. Donc ça sert aussi à faire du business. On parlait de PAP, Bien sûr, d'LC tout à l'heure. Ça se voit, ce travail-là se voit sur la bottom line, c'est-à-dire sur le résultat. DLC a fait plus 140% de chiffre d'affaires en 2 ans. C'est juste colossal, quoi. Alors oui, ils sortaient d'une période compliquée de crise, etc., mais ils ont fait un chiffre d'affaires historique les 3 années qui ont suivi la refonte de la plateforme de marque. Donc les conséquences, elles sont à tout point de vue, y compris en termes de retour sur investissement et de business, quoi. clairement. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous demander de vous poser des petites questions à vous-même. Et donc, sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour décider? Je vais vous faire un petit exercice. Vous n'avez pas besoin de participer ni de répondre dans le chat. Juste pour vous-même, prenez un petit papier, un petit crayon et posez-vous la petite question que je vais vous poser. C'est pas simple, c'est juste un petit instant pour vous. Je vais vous demander de penser à une décision importante que vous avez prise récemment. Une Une vraie décision décision. professionnelle ou personnelle, ou les deux? Professionnelle, professionnelle. Professionnelle. Oui. Je ne rentre pas dans ce registre-là, même si parfois Le, le- le divorce, ça rentre pas là-dedans, on est d'accord? Non, 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 non. Laisse ça de côté, s'il te plaît. Donc, une décision importante que vous avez prise récemment, pas la plus simple, voilà, qui vous a coûté un peu. Donc, vous essayez de vous replonger dans ce moment. Vous aviez l'obligation de trancher et il y avait plusieurs options. Et maintenant, posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance au moment de décider? Donc ça va, vous avez toute votre décision. Qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance au moment où vous avez dû vous décider? Est-ce que c'était le chiffre, un chiffre? Est-ce que c'était un risque? Est-ce que c'était une intuition? Est-ce que c'était de la pression externe? Est-ce que c'était une conviction profonde? Et maintenant, si quelqu'un vous demandait aujourd'hui pourquoi vous avez pris cette décision, est-ce que vous sauriez l'expliquer en une phrase claire et assumée? Est-ce que vous seriez capable d'exprimer ça clairement? Et si quelqu'un vous demandait aujourd'hui pourquoi, pardon, et si maintenant vous deviez vous imaginer que cette décision soit expliquée par vos équipes à un client, est-ce qu'elle sonnerait juste? C'est-à-dire, il y a vous, votre manière d'exprimer, et après, est-ce que vos équipes seraient capables d'expliquer cette décision? Ben, ce que vous venez de faire, vous le faites tous les jours en tant que dirigeant de TPE, PME ou plus grosses organisations, ou même d'équipe, hein, vous le faites tous les jours. Vous décidez, souvent vite, parfois complètement seul, et ces décisions, elles reposent toujours sur quelque chose, même quand c'est pas formulé, en fait. Et bien, ce quelque chose dont on parle, c'est des repères profonds, c'est des choses qui vous animent profondément quand vous êtes un peu acculé. C'est ce qu'on appelle les valeurs. C'est ce que vous considérez comme important, acceptable ou non négociable. Le problème, c'est pas tellement de ne pas avoir de valeurs, parce qu'on en a tous. Elles sont, voilà, chacun d'entre nous pense qu'il a des valeurs, chaque organisation pense qu'elle a des valeurs. Si je vous demandais de les citer ou de les écrire, vous en écririez.
Donc, c'est pas tant de ne pas avoir de valeur, mais plutôt de les laisser implicites. C'est oui, oui, je suis sûr que mes équipes savent de quoi je parle. Oui, je suis sûr que tout le monde dans l'entreprise connaît mes valeurs. Oui, d'ailleurs, je suis sûr que mes clients connaissent mes valeurs. Mais en fait, pas tellement. En fait, c'est pas tellement ça. Le vrai problème, quand on les laisse implicites, c'est qu'on capitalise pas dessus, qu'on ne s'en sert pas comme guide, qu'on s'en sert pas pour piloter notre organisation. Et c'est vraiment ça le problème, quoi. Donc, ce dont on va parler maintenant, ce sur quoi je vais vous emmener petit à petit, c'est vraiment sur le pilotage par les valeurs et par la plateforme de marque. Alors, tous les outils que je vais vous montrer sont des outils un peu euh, cerveau droit, justement, qui sont des outils irrationnels. C'est-à-dire que vous connaissez les canvas pour piloter votre organisation, vous avez certainement des tableaux de bord à l'infini, des KPI, etc. Donc ça, c'est tout le cerveau droit, hein, tout le cerveau gauche, pardon. Oups, pardon. Oups, oups. Oui. Toute la partie qui catégorise, qui est précis, etc. Moi, je vais me concentrer sur la partie droite. N'oubliez pas toute cette partie gauche, hein, continuez à le faire, les outils de pilotage, etc. Ce qui fera que vous serez choisi et aimé pour ce que vous êtes, c'est pas tant cette partie du cerveau gauche, c'est la partie du cerveau droit et les outils dont on va parler qui sont des outils plus émotionnels, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, un des premiers outils, c'est la raison d'être et le Golden Circle de Simon Sinek. Alors, j'imagine que nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler et savent de quoi il s'agit. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage grandement à aller voir cette petite vidéo de Simon Sinek. On mettra le lien dans les commentaires des réseaux sociaux pour vous l'ayez. C'est dans le cadre d'un TED Talk, il parle du why et il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc, le Golden Circle de Simon Sinek, il explique que 100% des gens peuvent raconter ce qu'ils font. Vous tous, si je vous demande ce que vous faites dans la vie, vous êtes capable de me le dire. Certains d'entre vous sauront me dire comment ils s'y prennent pour le faire, quelle est leur méthode, quelle est leur valeur ajoutée, quels sont leurs plus, etc. Mais très très peu d'entre vous savent me dire pourquoi ils font ce qu'ils font. Qu'est-ce qui fait qu'ils se lèvent le matin? Et même si vous le savez, est-ce que vos équipes le savent? Est-ce que vos clients le savent? Et en fait, Simon Sinek explique que quand on définit son pourquoi, on attire à soi des gens qui partagent le même pourquoi que nous, qui partagent ce qu'il appelle notre intime conviction, notre vision, voilà. Et donc, ce premier outil, il est fondamental dans la définition des fondations d'une marque parce qu'il va permettre de raconter ce qu'on est sans simplement raconter ce qu'on fait. Et donc, c'est le premier outil que j'utilise quand je travaille avec des organisations, ou avec des entreprises ou avec des marques. Je rajouterais qu'il y a effectivement le travail sur la marque et au niveau commercial, c'est un outil également très puissant parce qu'il permet aussi d'aller façonner des pitchs entre guillemets commerciaux et du coup, ben, encore une fois, d'aller trouver un peu de la différenciation, un peu plus d'impact qu'on peut avoir. Et je terminerai en disant également que beaucoup connaissent le concept, mais que finalement, peu l'utilisent de manière très concrète et opérationnelle dans leurs activités, qu'on fasse du développement commercial, du recrutement, etc. Et donc, c'est tout sauf un gadget que d'être capable de pouvoir, de manière sincère, exprimer pourquoi on fait ce que l'on fait. Absolument, absolument. Et le deuxième outil, qui est en fait le premier, je commence par les valeurs quand je travaille, mais que je vous présente en deuxième là, c'est les valeurs de marque, hein. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment fondamental. Donc, la définition du Larousse, elle dit ce qui est posé comme vrai, beau, bien d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. La toupie dit c'est un idéal à atteindre aussi, une cause à défendre, une référence ou une règle morale, sociale, spirituelle ou esthétique d'une personne ou d'une organisation à un moment donné. Les valeurs sont la représentation synthétique des convictions et des conduites qui sont considérées comme importantes. Ma définition à moi, c'est que c'est des drivers aspirationnels. Ça me dirige dans un sens, ça me drive, ça me conduit quelque part, et aspirationnel vers un plus haut ou un meilleur moi-même,
à quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui m'aspire en fait, et qui m'inspire. Un synonyme, ça pourrait être la vertu. Alors sur les valeurs, il y a il y a quelques années, il y a un monsieur qui s'appelle Schwartz qui a fait un énorme travail sur les valeurs de l'humanité. Il a fait des décennies de recherche, des centaines d'études. Il a interrogé plus de 60 000 personnes sur 68 pays. Et puis, il les a associées les unes aux autres et il est arrivé à cette espèce de tableau comme ça qu'il a ensuite traduit en une roue qui centralise voilà, les grandes valeurs. Voilà, il y en a 80, je crois. Le problème, c'est que c'est les valeurs de l'humanité, mais ça ne convenait pas pour une organisation. Et donc, ben, j'ai décidé du coup de pallier à ce manque parce que du coup pour travailler avec les organisations ou les marques avec lesquelles je travaillais, j'étais toujours empêchée, j'étais toujours coincée, ça prenait beaucoup de temps. Et donc j'ai créé le premier et unique référentiel de valeur le plus complet au monde en réunissant autour d'une table quelques cerveaux et 18 diplômes dont des diplômes en philosophie, ethnologie, sociologie, sémiologie, psychologie, RH, histoire, économie, innovation, communication, marketing, droit, créativité, etc. Et on a travaillé sur l'élaboration d'une liste de valeurs la plus exhaustive possible. Et puis, on les a passées au crible de critères objectifs et discriminants pour, au final, arriver à 200 valeurs qu'on a classées en 8 familles. Et on en a fait un jeu de cartes de 200 valeurs, classées en 8 familles, être, sentir, interagir, faire évoluer, acquérir, savoir et revendiquer. Et avec des techniques de créativité de groupe, on arrive, tu sais, on l'avait fait dans le cadre de notre BDC, Ouais, on avait fait travailler avec les petites cartes pour ouais. faire émerger quelles sont les valeurs de l'organisation. Donc la méthode, elle est simple, hein. On a une première partie qui est des étincelles, c'est nous, c'est pas nous. Et puis une deuxième partie ensuite qui est la clusterisation, qui permet de classer en 5 grandes familles. Donc là, on voit ici les 5 grandes familles. Donc chaque carte au recto, elle a une valeur et au verso, elle a un nuage de mots qui raconte la valeur. On a choisi le nuage de mots plutôt que les définitions, parce que définition, c'est toujours opposable. Et même Robert et Larousse ne sont pas d'accord. Donc imaginez au sein d'un groupe, un qui va dire, ah oui, mais non, moi, pour moi, anticipation, c'est plus ça ou ça. Avec un nuage de mots, au moins, on met tout le monde d'accord. Et donc, on classe en 5 grandes familles les valeurs. Et puis ensuite, on fait émerger les valeurs maîtresses qui nous ressemblent et qui raconte le mieux le concept de ces valeurs-là. Donc, c'est une méthode qui est hyper puissante, que j'ai pratiquée des dizaines et des dizaines, voire des centaines de fois. Et à chaque fois, je suis toujours autant surprise du résultat, de la justesse du résultat. Et plus fort que ça, de la capacité à fédérer les gens autour de ces 5 valeurs. J'ai fait des groupes de travail où on a été 20 personnes autour de la table, 25 personnes, 30 personnes. Je crois que quand j'ai fait ça pour Kaufmann et Broad, on était même ouais, 30 ou 35 personnes autour de la table. Et en fait, en les rassemblant par petits groupes, on les fait travailler à l'émergence de ces valeurs. Et à la fin, tout le monde est d'accord sur les 5 valeurs. Et c'est pas consensuel, c'est vraiment incarné, quoi. Les gens débattent, ils disent non, ça c'est plutôt ça. Mais alors nous, on est plutôt ça. Mais non, regarde, quand on a fait ça, on était ça, etc. Et on met tout le monde absolument d'accord. Donc le travail sur les valeurs, c'est vraiment le b à bas pour moi de la plateforme de marque. C'est vraiment les fondations, les piliers les plus profonds des fondations de marque. Alors, j'ai une question très pratico-pratique sur justement les valeurs. Là, quand on veut travailler sur ces sujets, là, tu parles de 5 valeurs. Est-ce que c'est un nombre qui est incontournable ou est-ce que avec, je sais pas, si on a 3 valeurs clairement identifiées et que ça nous va bien, ça peut fonctionner aussi? Alors, je me suis rendu compte que 5, pour moi et pour toutes les organisations avec lesquelles j'ai travaillé, c'est le chiffre idéal 5. Parce que tu en as 3 qui sont effectivement les plus importantes sur lesquelles tu vas capitaliser, mais les 2 dernières, c'est celles qui vont faire ta différenciation par rapport à ta concurrence. C'est-à-dire que si je prends par exemple Compagnie de Provence et l'Occitane en Provence, donc qui sont 2 marques qui sont à plein d'égards très similaires dans les produits, nanana, et celle qui va faire la différence, c'est chez Compagnie de Provence, c'est la modernité.
alors que l'autre, elle est vraiment ancrée sur la tradition, sur l'expression de la Provence traditionnelle, etc. Voilà. Et donc, ça se définit par cette cinquième valeur. Ils ont les quatre autres, elles sont en commun. Donc, quand tu es tout seul dans ton océan bleu, ça va, hein, tu peux avoir trois valeurs et tu n'auras pas de problème. Quand tu nages au milieu de requins qui se positionnent tous sur le même territoire que toi, si tu n'as pas d'éléments différenciants qui font vraiment ta personnalité, ta spécificité de marque, bah, tu risques de tomber dans les travers d'une autre marque et te mettre à communiquer avec leur voix à eux au lieu de ta propre voix, quoi. On va le voir après dans les outils suivants. Mais pour Ouais. moi, 5, c'est le chiffre idéal. Vraiment. Alors maintenant, c'est bien. Voilà, on a deux outils principaux qui sont ceux-là, qui sont vraiment le cœur du réacteur. Mais maintenant, comment est-ce que je vais faire pour incarner ça, déployer et aligner sur mes valeurs de marque? Alors, je vous repose une petite question. Vous avez certainement grosso modo une vision de ce vers quoi vous voulez aller. Vous avez grosso modo des valeurs. Et quels sont les outils qui vous permettent de vérifier que ce que vous faites, c'est aligné là-dessus? Voilà, réfléchissez une petite minute de qu'est-ce que j'ai moi comme outil pour être sûr que ce que je fais, c'est aligné, que c'est pas juste dans ma tête. Voilà. Eh bien, il faut savoir, j'en parlais tout à l'heure, que l'alignement, c'est l'arme la plus puissante de la désirabilité. En fait, on s'est rendu compte, les études ont prouvé que les marques les plus désirables sur le marché, quel que soit le marché, quel que soit le domaine de compétence, quel que soit le secteur d'activité, la désirabilité, elle était toujours issue de la confiance qu'on faisait dans la marque. Et la confiance, elle émane toujours de la cohérence de la marque entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait et ce qu'elle montre, de ce qu'elle fait à l'interne et ce qu'elle fait à l'externe. C'est-à-dire que des marques qui racontent à l'externe et qui font l'inverse à l'interne, ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas faire confiance à des marques comme ça. Donc, si je ne fais pas confiance à une marque, je ne la désire pas. Donc, ce petit schéma, qui est tout bête, hein, il est ultra puissant. Donc, ça veut dire que la marque ou l'organisation ou la structure ou peu importe, doit travailler à sa cohérence. En tout ce qu'elle fait, ramener de la cohérence. Donc pour ça, il y a des outils, et donc je vais vous en soumettre quelques-uns. Le premier, c'est le prisme de Cap Ferrer. Donc Cap Ferrer, Jean-Noël Cap Ferrer est un des plus grands spécialistes de la marque au monde, et il a identifié ce prisme-là, cet hexagone, qui est donc en six parties principales. En haut, vous avez la marque, ce qu'il appelle l'émetteur construit. En bas, vous avez le conso, ce qu'il appelle le destinataire construit. Ici, de ce côté-ci, c'est l'extériorisation des éléments de communication de la marque, et ici, l'intériorisation. Et donc, il a défini dans chacun de ces segments le premier étant le physique, oups, pardon, excusez-moi. Le premier étant le physique, c'est ce que la marque donne à voir d'elle-même. Si je pense à Lacoste, par exemple, vous allez me dire, ben, ce que je donne à voir de moi-même, c'est le crocodile et puis le petit polo à manches courtes avec le point caviar. Sur la personnalité de la marque, c'est ses traits de caractère si c'était une personne. Donc vous, votre marque, si c'était une personne, quels seraient ces traits de caractère? Donc, vous voyez bien par rapport à ce que je vous disais tout au début, qu'on est dans un outil qui est quand même pas du tout rationnel. On est dans un espèce de truc de perception, d'émotion, de sensation. C'est un outil. Et pourtant, il est ultra puissant parce que derrière, la relation. Quel type de lien la marque entretient avec ses consommateurs? Comment vous vous positionnez par rapport à votre marque, à vos consommateurs? Est-ce que vous vous positionnez comme un coach, comme un pote, comme un ami de la famille, comme un parent? Est-ce que vous êtes une maman bienveillante? Est-ce que vous êtes un ange gardien? Est-ce que vous êtes un coach sportif? Ou est-ce que vous êtes un sachant, un professeur très sérieux qui dicte ce qu'il dit? Voilà. Et donc ça va déterminer le ton que vous allez employer dans vos newsletters, la manière dont vous allez vous adresser à vos consos. Vous allez les tutoyer, les vous voyez, leur parler avec un ton condescendant ou leur dicter des ordres, je ne sais pas. Mais ça va déterminer un peu ce qu'on appelle le tone of voice. La culture, quelles sont les racines et l'héritage de la marque, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes fondamentaux. Et puis du côté du consommateur,
comment est-ce que le consommateur veut être perçu quand il sort de votre point de vente ou quand il vient d'acheter votre service ou quand il vient d'acheter votre produit? Qu'est-ce qu'il veut qu'on pense de lui? Qu'est-ce qu'il veut que ses potes pensent de lui ou ses concurrents pensent de lui? Et puis, du point de vue de la mentalisation, comment est-ce qu'il se sent? Qu'est-ce qu'il projette de lui-même quand j'enfile mon polo Lacoste? Ben, comment je me sens? Est-ce que je me sens sportif ou est-ce que je me sens à la mode? Voilà, qu'est-ce que je projette de moi-même? Donc cet outil, c'est un outil d'alignement. Parce qu'une fois que tout le monde est au courant de ça, quand vous dites à vos commerciaux ou à votre attaché de presse, voilà comment on parle à nos consommateurs. Quand vous lui dites notre personnalité, nos traits de caractère, c'est ça, tout le monde va s'aligner là-dessus. Et il n'y en a pas un qui va être dissonant. La manière dont chacun va s'exprimer en parlant de la marque, ben, ça va être cohérent en fait. C'est comme ça qu'on génère de la cohérence. Un autre outil d'alignement et qui permet de générer de la cohérence, c'est un outil que j'ai inventé. Je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Il est ultra simple, mais il est ultra puissant et ultra efficace dans le quotidien, à utiliser dans le quotidien. En fait, on dit, et ça, c'est pas moi qui le dis, que tout ce qu'on fait doit être aligné sur sa vision et ses valeurs de marque. Quand je crée un nouveau produit ou un nouveau service, quand je communique, chaque fois que je prends la parole, je dois être aligné sur ma vision et mes valeurs de marque. Quand j'ouvre un nouveau point de vente ou quand je fais un site internet ou même dans mes bureaux à moi, je dois être cohérent. Je ne peux pas dire que je suis bienveillant et que mes chaises font mal au dos à tous mes collaborateurs. C'est pas possible. Pas possible non plus. Et puis dans les recrutements et les comportements. Quand je recrute un nouveau collaborateur, comment être sûr qu'il va être aligné lui aussi avec mes valeurs et mon positionnement? Euh, donc, j'ai créé des matrices comme ça, toutes simples. Ici, je vais aligner mes valeurs, mes 5 valeurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, je vais définir un certain nombre de questions que je dois me poser pour être sûr que mon produit répond bien à cette valeur. Puis ensuite, que mon produit répond bien à cette valeur. Et c'est des questions qui sont des questions fermées auxquelles je dois pouvoir répondre par oui ou par non. Je dis n'importe quoi à la valeur origine. Mon produit est-il fabriqué avec des ingrédients qui viennent bien du bassin méditerranéen? Parce que je suis une marque marseillaise, par exemple. La réponse est non, parce que je viens d'acheter de l'eau d'Islande. Bah non, ah bah non, bah alors je ne vais pas faire un produit à l'eau d'Islande, je vais le faire à l'eau de la Méditerranée. Je dis n'importe quoi, mais voilà comment je peux définir que mon produit répondra à la valeur origine. Même chose pour la communication à la question origine, est-ce que je raconte bien dans ma communication l'origine de mes produits? Est-ce que je suis fier de mon origine? Est-ce que je dis que je suis fabriqué à Marseille, que j'ai le label fabriqué à Marseille? Est-ce que je revendique ça? Même chose pour l'environnement. Est-ce que les matériaux de mon point de vente ont bien été sourcés régionalement? Parce que pour moi, l'origine, là d'où je viens, c'est important. Et puis, dans mes recrutements et mes comportements, est-ce que mes collaborateurs sont au fait de mon histoire, de mon origine, de ce en quoi je crois? J'ai travaillé pour une marque marseillaise il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a assez longtemps maintenant, où l'origine de Marseille, à la question là du collaborateur, c'était justement, est-ce que le collaborateur aime nos origines? Est-il en ligne avec nos origines de marque, hein, Marseille? Connaît-il notre histoire, etc. Et en fait, il se trouve que la directrice commerciale de la marque détestait Marseille et les Marseillais. Elle venait de Super. Nice. Et pour elle, c'était que des supporters de foot, buveurs de pastis. Caricature, caricature. Caricature, mais c'était vrai, je te jure qu'elle était comme ça. Et ben les produits de la marque étaient distribués dans les pires jardineries de campagne à côté des bottes en caoutchouc. Et en Angleterre, la directrice commerciale fan inconditionnelle de la marque, elle, les produits étaient distribués chez Conran, qui est le concept store le plus chicissime en Angleterre. Et en Scandinavie, pareil, la nana red dingue de la marque, les produits sont dans tous les concept stores de Scandinavie, tu trouves les produits de cette marque. Ce qui veut bien dire que si je ne suis pas alignée avec mes valeurs de marque, ah, elle faisait du chiffre, il n'y a pas de problème, elle déstockait, mais encore une fois, elle abîmait la marque parce qu'elle n'était pas alignée avec les valeurs de marque. Autant te Ouais, dire qu'elle n'est pas restée dans la boîte. Je ne sais pas si elle a été j'imagine. sortie ou si elle est sortie d'elle-même en se disant, ah ben finalement, je comprends pourquoi je ne suis pas à ma place. Voilà, ça peut être
Ça peut être ça. Donc, c'est ce que tu dis, c'est que c'est en fait un outil simple, la matrice que tu nous montres, qui permet de mettre, de valider ou pas d'ailleurs, de mettre en cohérence ou en incohérence nos actions avec nos valeurs, qu'elles soient en termes de communication ou autres derrière. Voilà. Alors, c'est des outils que je fais faire aux marques pour qu'elles se posent les bonnes questions. Et puis, en général, qu'elles utilisent dans les premiers temps. C'est-à-dire que, tu vois, elles vont valider, ah oui, alors mon produit, je coche bien toutes les cases. Et puis après, ça devient vraiment naturel. C'est comme le vélo. Après, tu as compris. Et tu vois, et moi, il n'y a rien qui me satisfait plus que de voir les gens qui disent, ah mais non, mais ça, c'est pas nous. Il faudrait qu'on fasse comme ça, parce que ça, c'est plus nous. Ben oui, tu as tout compris. Voilà, donc c'est ça. Je surveille un peu le timing parce que On est 49, on est bon. Ok. Deux petits bonus qui me semblaient importants de vous offrir, entre guillemets. Le premier, sur la désirabilité encore. Il y a Suzanne Fiske, qui est une sociologue, qui a cartographié le genre humain en 4 cases, et ça me fait beaucoup rire, mais elle s'est rendue compte aussi que ça marchait aussi pour les marques. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que si je catégorie sur 2 axes, un axe qui est l'axe de la compétence et un axe qui est ce qu'elle appelle le warmth, le côté chaleureux. Elle dit que quand je suis peu compétent et peu chaleureux, autrement dit bête et méchant, j'entraîne le dégoût. Bon, ça, on a compris. Si je suis peu compétent mais très chaleureux, donc il est un peu concon mais il est très gentil, alors j'entraîne la pitié. Pas bon non plus. Quand je suis très compétent mais peu chaleureux, alors je vais déclencher de la jalousie ou une espèce de mépris, voilà, parce que effectivement, je n'ai pas le côté chaleureux. Et elle explique que quand je suis très compétent et très chaleureux, alors je déclenche l'admiration. Et très souvent, les marques, elles bossent à leurs compétences, avec le meilleur produit, vers le truc le plus machin, et elles oublient ce côté-là. Ouais, Elles c'est clair. oublient de parler à leur conso. Elles oublient de faire des actes de générosité. Elles oublient de sourire dans leur boutique. Elles oublient le côté chaleureux. Et vraiment, si vous ne faites pas ça, vous allez basculer ici ou là. Bon, je ne vous le souhaite pas. Mais en tout cas, travailler sa compétence, c'est bien. Travailler son côté chaleureux, la partie humaine. Encore une fois, la compétence, on va être sur du cerveau gauche, hein, et le chaleureux, on va être sur du cerveau droit. C'est pour ça que je dis vraiment, et Simon Sinek dans sa vidéo l'explique aussi très bien, vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, vous ne serez pas choisi pour ça. Vous serez choisi parce que les gens ils disent, ah ouais, je le sens bien. Ou n'iront pas parce qu'ils diront, ah non, je le sens pas. Mais je le sens, c'est avec le nez, ça veut rien dire, quoi. Vous voyez ce que je C'est veux dire? clair. Et l'autre dernier petit outil, c'est sur la relation. C'est juste une petite prise de conscience sur la relation pour demain avec vos cibles, avec vos consommateurs. Le modèle a énormément changé ces dernières années. Autrefois, on était sur la réclame. La marque, elle parlait de son produit. Hier, on était sur la communication. La marque parlait du conso ou au conso parce que je le vaux bien. Au volant de cette voiture, vous sentirez des sensations, ceci, cela. Voilà, venez tester notre dernière crème de soin, etc. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la conversation. La J'étais en marque parle question. d'elle-même C'est clair. et elle écoute ses consos. Voilà. Donc voilà, moi je fais ça et vous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Demain, on entre dans une ère qui est l'ère de la collaboration où la marque va co-construire son offre avec ses consos. Lacoste fait ça depuis des années. Ils ont créé des panels d'aficionados de la marque et ils les questionnent en permanence. De quoi vous avez envie? De quoi vous avez besoin? Comment vous nous imaginez demain? Etc. Ils les activent. Mais pas comme des panels de conso rémunérés où venez nous parler de nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Non, comme des ambassadeurs de la marque qui sont ultra proactifs. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, ils viennent et ils le disent. Ils sont énormément gâtés, galetés, ils ont des produits en permanence, etc. Ils sont extrêmement chouchoutés, ils sont invités à tous les événements, c'est des vrais ambassadeurs de la marque. Et ils communiquent après sur les réseaux sociaux autour d'eux, etc., leur amour de la marque. Ils cultivent l'amour de la marque et la collaboration avec des amoureux de la marque, avec des fans. Donc, si vous êtes en train de vous questionner sur votre marque, sur comment elle peut évoluer, pensez à ça. Et encore une fois, comme dans votre couple, de quoi as-tu besoin? Voilà. Et c'est vraiment le. Voilà.
Et du coup, Mais bah, attention, l'analogie avec le couple, c'est un terrain glissant, André. c'est glissant, mais je t'assure que si ça peut questionner deux ou trois d'entre nous, c'est pas mal. J'ai pas mal de questions, j'essaye de les regrouper, mais là, il y en a une tout de suite que j'ai envie de partager avec toi, si tu le permets. Qu'est-ce que Vas-y. tu pourrais partager avec nous, donc les entrepreneurs qui t'écoutent, pour valider ce que l'entrepreneur, le dirigeant pense incarner et ce que le marché perçoit réellement? Vous pouvez répéter la question? Comment, comment faire pour valider ce que le dirigeant pense incarner et du coup ce que le marché en pense réellement? Ou dit autrement, comment éviter le décalage entre ce que le dirigeant pense incarner et ce que le marché perçoit réellement? Ben, la première des choses, c'est d'aller écouter son marché, quoi, d'aller poser des questions sur sa perception de marque. Quand je démarre un projet ou une étude avec une marque, je commence par un audit de perception de marque. Donc, la première des choses à faire, et je commence en plus par l'interne, c'est-à-dire que je vais questionner les gens à l'interne sur déjà eux, comment ils perçoivent leur propre marque. Et tu verrais les décalages qu'il y a et avec des exercices qui sont assez simples comme des portraits chinois, des décalages, mais du blanc au noir sur des items de perception à l'interne, ce qui est déjà, quand tu sais ça, tu te dis, oh là, mais si je suis pas aligné à l'interne, comment veux-tu que je sois aligné à l'externe? Donc je commence par un audit comme ça. Et ensuite, un audit à l'externe, c'est-à-dire que je vais poser la question ensuite à l'externe sur voilà, comment vous percevez la marque. Alors toujours sur les valeurs de marque, sur des choses qui sont de l'immatériel et de l'impalpable. Tu vois, sur cette dimension-là, parce que est-ce que vous pouvez me dire quel produit je fais? Tout le monde répond, ben, vous faites des chaussures comme ça ou des vélos comme ça. Ça, on s'en fout. Mais sur la perception, sur l'immatériel et l'intangible, comment vous percevez la marque? De quelle couleur vous la voyez, par exemple, tu vois? Ou si c'était un chat, il serait comment? Ou si c'était un animal, ça serait lequel? Des choses qui sont impalpables et qui, une fois analysées, quand tu décortiques tous les éléments, que tu les analyses, tu te rends compte mais sur une boîte notamment, j'avais 50%. Alors, quasiment la majorité voyait des félins, mais 50% voyaient des chats, 50% voyaient des lions. Bah non, on a un problème, les gars. On ne peut pas être à la fois chat et lion. Donc, où est-ce que je me positionne et qu'est-ce que j'ai raté dans ma communication pour que la moitié me voit comme un animal inoffensif et l'autre comme un grand guerrier et roi de la savane, quoi. Tu vois, il y a un problème, quoi. Donc, c'est la meilleure façon de faire, c'est d'aller questionner son interne et son externe. Oui, questionner l'externe pour compléter et essayer de répondre au mieux à Frédéric qui nous a posé la question. Moi, il y a un exercice que j'ai fait il y a quelques années. Ça remonte parce que je voulais, notamment quand j'ai démarré, après le démarrage de mon activité chez WSI, je voulais vraiment comprendre ce que le marché percevait de moi, de manière assez égoïste. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé 8 personnes qui me côtoient dans le milieu professionnel, pas que des clients, hein, un qui me connaissait et deux qui me côtoyaient dans le milieu professionnel. Et je leur ai demandé de manière très concrète, bon, un, de me rendre service et deux, de- je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils appréciaient dans ma démarche professionnelle. Et quand j'ai fait ça, au bout de 4 personnes, ça convergeait. Et là, je trouvais ça hyper intéressant parce que derrière, vous récupérez du verbatim. Et c'est surtout intéressant de voir finalement l'image qu'on dégage vis-à-vis de l'externe, comme tu l'appelles. Et puis après, derrière, pouvoir le réutiliser dans son approche, sa communication. Voilà. Absolument. Absolument. Et souvent, on est surpris aussi de la dissonance cognitive entre ce qu'on dit et la manière dont c'est Ah reçu. bah, clairement, oui. Ouais. Puis après, j'ai posé une deuxième question, mais ça, c'est plus difficile de se taire quand on fait ça. Donc après, elle leur avait demandé ce qu'ils appréciaient. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient que je pouvais améliorer dans ma démarche professionnelle. Voilà. Donc là aussi, je trouve ça très intéressant dans l'approche. C'est plus dur de se taire là. Ouais, et c'est pourtant là qu'il faut se taire. Donc, C'est là moi ce qu'il que faut se taire. je demande effectivement aussi dans ces cas-là, c'est de co-construire, c'est-à-dire
Oui, et c'est ce que j'ai mis sur le dernier élément, c'est de dire devenez mon collaborateur. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez évaluer mes produits, me dire ce que vous en pensez, comment je pourrais les faire évoluer, tout ça. Et puis demander effectivement, enfin que ça devienne un travail collaboratif. Et vous remettez vous vos besoins dans le pipe. Si quelqu'un vous dit, bah, il faudrait que tu fasses un truc qui est absolument impossible, trouvez le modus operandi pour faire voilà, un élément collaboratif, quoi. Super, mais, merci ma chère Sandrine. Cette masterclass touche à sa fin. Je veux encore te remercier vivement du temps que tu nous as accordé. Écoute, moi je repars avec plein de petites pépites, avec notamment cette notion d'alignement. Voilà, comment créer de la désidérabilité autour de sa marque. Mais finalement, c'est cette cohérence qui crée de la confiance et donc de la désidérabilité dans la durée. L'alignement, c'est effectivement un des éléments fondamentaux. Tu as partagé beaucoup d'outils avec nous. Un grand merci. J'espère que cette masterclass vous a plu. Ceux qui nous regardent en replay, ben, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous poser des questions via LinkedIn si vous en avez le cas échéant. Merci à tout le monde ben, d'avoir participé à cette session. Et pour ma part, ben, avec Laurent, nous vous donnons rendez-vous mardi 3 mars, dans 3 semaines, pour une masterclass. Alors pour le coup, beaucoup plus technique, puisqu'on va revenir à l'intelligence artificielle et on va animer avec Laurent une masterclass sur l'IA et la création de contenu avec ben, justement 7 exemples très concrets de bon usage de l'IA quant à la génération de contenu. On partagera également surtout ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on voit un peu tout et n'importe quoi quand on parle contenu avec l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu tous les sujets qu'on va essayer d'aborder de manière encore une fois très concrète et très opérationnelle mardi 3 mars à 17 h. Sandrine, un grand merci. Merci à tout le monde. Et puis ben, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée.